Après mon accident de voiture, mes parents ont refusé de garder ma petite Louise, âgée de 6 semaines. Ta sœur, elle, n'a jamais ce genre d'urgence. J'avais annulé 486 000 € de dépenses hospitalières depuis mon lit de soins. Puis, mon grand-père est entré et a dit que la morphine faisait quelque chose d'étrange avec les dalles du plafond. Elle respirait juste un peu, juste assez pour me faire douter si j'étais consciente ou non. Je détournais le regard, je regardais à nouveau et elles étaient immobiles. Je clignais des yeux. Et elles ondulaient. Mon bras droit était dans un plâtre du poignet au coude. Il y avait 2 tubes sortant de mon côté gauche que l'on m'avait déjà dit de ne pas toucher, et j'essayais très fort de ne pas penser à ce qu'ils drainaient. 3 côtes, un poumon perforé, une fracture par compression de la vertèbre T6. Qu'ils avaient découverte presque par accident lors du 2e scanner. J'avais 34 ans, ma fille avait 6 semaines et ma mère venait de me dire non. Pas un, je ne peux pas, chérie. Le genre de non qui a au moins la décence de ressembler à des excuses. C'était l'autre genre, le genre lent, théâtral. Répétez, ce soupir avant la phrase qui vous indiquait qu'elle avait déjà réfléchi à sa réponse bien avant que vous n'ayez fini de demander. Je me souviens du moment exact où j'ai cessé d'attendre d'être sauvée et où j'ai commencé à prendre des décisions. Il était 23h43 un mercredi. Je le sais parce que j'ai vérifié mon téléphone quand l'infirmière est sortie et que l'heure était là. Première chose parfaitement nette que je voyais depuis qu'il m'avait sorti du bloc opératoire. Je gisais dans ce lit avec un poumon affaissé, un bras cassé. Et une fille de 6 semaines à 20 km de là sans personne pour la surveiller. Et je me souviens m'être dit, d'accord, très bien. Je vais le faire moi-même. Cette pensée-là n'était pas nouvelle. Je l'avais eue pendant la majeure partie de ma vie. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette chambre, je dois revenir en arrière car rien de tout cela n'a de sens si vous ne comprenez pas d'où je viens. Je m'appelle Camille. J'ai grandi dans une maison de taille moyenne à Versailles, l'aînée de 2 filles. Mes parents, Laurence et Gérard, n'étaient pas des monstres. Je veux dire cela clairement. Parce que cette histoire va les faire passer pour monstrueux. Et la vérité est plus compliquée, d'une certaine manière, pire que cela. C'étaient des gens qui aimaient l'idée qu'ils se faisaient de leurs enfants plus que les enfants réels qui étaient nés. Ils avaient une idée très précise de ce qu'une fille était censée faire. Et quand je ne correspondais pas parfaitement à cette idée, ils recalibraient leur amour en conséquence. Ma sœur, Élodie, a 4 ans de moins. Élodie est ce qui arrive quand les ressources émotionnelles d'une famille coulent dans une seule direction pendant 30 ans. Elle n'est pas mauvaise. Elle n'a tout simplement jamais eu à développer les muscles qu'on développe quand personne ne vient vous sauver. Elle a eu le matelas, l'atterrissage en douceur, le bénéfice du doute que mes parents avaient toujours à donner. Moi, j'ai eu les prêts étudiants qu'ils ont co-signés avant de laisser partir en recouvrement. Sans rien me dire. J'ai eu le mariage auquel ils ont décliné d'assister parce que, et je cite textuellement la messagerie vocale de ma mère, nous ne sommes pas sûrs que ce soit le bon choix pour toi. Le bon choix pour moi, c'était Thomas, un ingénieur en génie civil originaire de Nantes, l'homme le plus décent que j'ai jamais rencontré, et qui, en 6 ans de mariage, n'a jamais donné à mes parents une seule raison légitime de ne pas l'apprécier. Ils ne l'aimaient pas de toute façon parce qu'il venait d'une famille avec des opinions politiques différentes et une autre éducation. Et parce que je l'avais choisi plutôt que de céder à une dispute, ils avaient décidé de commencer à me punir. Après le mariage, Thomas et moi avions pris une décision. Nous n'allions pas les couper de notre vie. Nous laisserions la porte ouverte. Nous serions les plus grands, indéfiniment, aussi longtemps qu'il le faudrait. Thomas croyait, et je m'en
était presque convaincue qu'un petit enfant changerait les choses, que Louise serait celle qui rendrait enfin les comptes justes. Et en attendant, je faisais ce que je faisais depuis l'âge de 22 ans. Quand ma mère m'appelait en pleurant à cause de l'hypothèque, j'envoyais les chèques. Chaque premier du mois, pendant 9 ans, 4 virements récurrents partaient de notre compte joint comme une horloge. Le soutien général à mes parents, 2000 €. Leur manque à gagner. Pour le crédit immobilier, 5100 €. Les frais médicaux croissants de mon père, il a un diabète de type 2 et des problèmes de genoux depuis 2019, 900 €. Et le fonds de stabilisation mensuel d'Élodie, ce que ma mère appelait ainsi quand elle m'a demandé de le mettre en place à l'époque où ma sœur était entre 2 emplois, 500 €. Le total était de 8500 € par mois pendant 9 ans. Je n'avais jamais pris le temps de faire le calcul total. Je pense que je comprenais quelque part dans le fond de mon esprit ce que serait la somme. Et je comprenais que si je le disais à voix haute, cela m'obligerait à prendre une décision que je n'étais pas prête à prendre. Alors, je gardais les 4 chiffres séparés dans ma tête et je laissais les virements courir, me disant que c'était juste la famille. La famille prend soin de la famille. C'est ce qu'ils avaient toujours dit. C'est ce qu'ils disaient quand ils avaient besoin de quelque chose. La phrase disparaissait commodément quand le besoin allait dans l'autre sens. L'accident a eu lieu un mardi de février à 18h17. J'étais à 3 pâtés de maison de chez moi. Je venais de récupérer le dîner dans un restaurant taille du quartier. Louise était à la maison avec Thomas. C'était la première fois que je quittais la maison sans elle depuis sa naissance. Et je me souviens de cette légèreté spécifique d'être seule dans la voiture. Le camion a brûlé le feu rouge. Le chauffeur a dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas dormi depuis 22 heures. Il a été cité pour conduite dangereuse. Ce sont ses problèmes. Les miens étaient l'airbag qui a explosé au visage, la voiture qui tournait à 90 degrés, et le son, que je ne peux décrire que comme le son de quelque chose de structurel qui lâche. Ils m'ont découpé de la voiture. J'étais consciente tout le temps, ce qui semble être une bonne chose et ne l'était pas. Je me souviens d'un ambulancier nommé Thomas posant sa main sur mon épaule et disant « Restez avec moi », avec exactement la voix calme qui indique que la situation est grave. Je me souviens du plafond de l'hôpital arrivant vers moi par section pendant qu'il me transportait. Je me souviens d'une interne en chirurgie nommée Dr Anaïs Kapoor qui a tenu ma main pendant qu'il m'endormait et a dit « On va bien s'occuper de vous ». Et elle l'a fait. Quand je suis sortie de l'opération, Thomas était au téléphone dans un coin de la chambre. J'ai entendu sa voix avant de pouvoir le voir clairement, douce, prudente, la voix qu'il utilise quand il essaie très fort de rester calme. Je l'ai entendu dire « Elle a besoin de quelqu'un là ce soir, maman. » Une pause. Je sais. Une autre pause. Je comprends, mais Camille est. Une pause plus longue. Maman. Il a raccroché. Il est venu s'asseoir près du lit. Il a regardé mon bras, les tubes, puis mon visage. Elle est à Enghien-les-Bains, a-t-il dit. C'est une ville thermale et de casino à environ 45 minutes de Paris. Ma mère y va comme d'autres vont à l'église. 2 fois par mois, parfois plus. Elle est son amie. Carole, les machines à sous spécifiquement. Elle nous en avait parlé gaiement et souvent, comme s'il s'agissait d'un charme excentrique. Elle a dit qu'elle pouvait être là vers 13 heures. Thomas a dit peut-être. Notre fille avait 6 semaines. Il était 23 heures. Qu'en est-il d'Harold ? Harold est le père de ma mère, 78 ans,
il conduit toujours, habite à environ 20 minutes de notre maison. Dans la direction opposée à mes parents. Je l'ai appelé en premier. Laurence a répondu à son téléphone. Elle a dit qu'il était déjà au lit et qu'elle ne voulait pas le réveiller. J'ai assimilé cela. Mon grand-père ne savait pas que tu avais appelé? Je ne pense pas. Non. J'ai fermé les yeux un instant. Les dalles du plafond respiraient à nouveau. Je les ai rouverts. Appelle-le. Directement. Son portable. Thomas m'a regardé. J'ai serré à nouveau depuis. Le numéro de l'hôpital si tu veux. Thomas est sorti. J'ai attrapé mon téléphone de la main gauche, la bonne, et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la troisième sonnerie avec la voix chaleureuse et distraite de quelqu'un qui a pris plusieurs cocktails et qui est loin d'une urgence. Camille, ma chérie. Comment te sens-tu? Thomas dit que j'ai besoin de toi à la maison ce soir. Maman, pour surveiller Louise. Une pause. Le son des machines à sous. Arrière-plan. Ce tintement mécanique caractéristique. Chérie, je l'ai dit à Thomas. Nous sommes là-haut et les routes la nuit. Tu sais comment sont les routes de montagne. Nous étions en février. Les routes sont déneigées. C'est 45 minutes. Carole et moi sommes venus ensemble, donc je n'ai même pas, maman, j'ai arrêté. Je pouvais sentir quelque chose dans ma poitrine. Près des tubes que je n'étais pas censé irriter. J'ai gardé ma voix stable. Je suis à l'hôpital. J'ai un poumon perforé. J'ai 3 côtes cassées. Louise a 6 semaines. J'ai besoin de quelqu'un à la maison ce soir. La pause qui a suivi a duré environ 4 secondes. Je les ai comptées. Puis le soupir, long, théâtral. Le soupir spécifique qui a précédé chaque pivot de culpabilité de ma vie d'adulte. Ta sœur n'a jamais ses urgences. Je l'ai entendu. Je l'ai assimilé. Je l'ai noté. Ma sœur est en croisière aux Caraïbes. Maman, je sais. Mais elle planifie à l'avance. Elle ne met pas tout le monde en crise. Un camion a brûlé un feu rouge. Silence. Maman, oui ou non? Une autre. Pause. Un son en arrière-plan. La voix de Carole demandant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Chérie, je ne pense pas pouvoir ce soir. J'ai raccroché. Pas par rage, par triage. J'avais une liste très courte de choses qui devaient arriver dans l'heure. Et continuer cette conversation n'en faisait pas partie. Je veux vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et je veux être honnête avec vous. Ce n'était pas de la dévastation. Ce n'était même pas de la surprise. C'était un clic très calme, très définitif. Comme une porte qui se ferme, pas un claquement, un clic. J'avais attendu, dans une partie de moi-même, que je n'avais jamais pleinement examiné, le moment où ce serait assez clair. Pour que même moi, je ne puisse plus rationaliser. Quand ce qu'il faisait serait assez indéniable, assez spécifique, assez documenté pour que je ne puisse plus trouver d'excuses. Je ne savais pas que j'attendais ce moment jusqu'à ce qu'il arrive. J'ai pris mon téléphone, main gauche, si tape. J'ai appelé Nightingale Home Care, l'agence de nuit que Thomas et moi avions sélectionnée. 3 mois avant la naissance de Louise. Parce que Thomas voyage pour le travail. Et que je suis une planificatrice, et les planificatrices vérifient les agences de soins de nuit avant d'en avoir besoin. J'avais une personne de contact. Là-bas, une coordinatrice nommée Brenda. Je lui ai expliqué la situation en 9 phrases. Je sais que c'était 9 parce que je les ai comptées pendant que je parlais,
essayant de conserver mon souffle. Elle avait une infirmière nommée Avette, 14 ans de soins pédiatriques à domicile, infirmière diplômée, certifiée. RCR, vérifié, disponible en 30 minutes. 40 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Une photo d'Avette. Louise endormie dans son couffin, le petit poing replié contre sa joue, la petite poitrine montant et descendant dans ce rythme particulier qui signifie un sommeil profond. J'ai fixé cette photo pendant un long moment. Bien. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Le truc avec le fait de garder les 4 chiffres séparés dans sa tête, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un vous montre la somme. J'avais l'application ouverte. Je pouvais voir les virements récurrents alignés comme des soldats. Je pouvais voir les dates remonter. Sur un coup de tête, le genre de coup de tête que vous n'avez qu'à minuit dans un lit d'hôpital sous morphine, j'ai cliqué sur l'historique des transactions et j'ai fait défiler. Puis j'ai fait faire le calcul à l'application. Cela a pris environ 4 secondes. 486 000 euros. 486 000 euros. 9 ans, 4 virements mois après mois. J'ai regardé ce chiffre comme on regarde un accident de voiture que vous avez déjà eu, avec la clarté étrange et plate de quelqu'un pour qui le désastre n'est plus à venir. Mais déjà là. Puis j'ai remarqué quelque chose dans les lignes. Il y avait une étiquette de transaction que j'avais créée il y a des années appelée « médicale ». Papa. C'était les 900 € par mois pour les ordonnances de mon père et les copaiements et la visite occasionnelle chez le spécialiste. Je connaissais ces coûts parce que ma mère m'envoyait les justificatifs, ou elle le faisait au début. Mais il y avait une entrée séparée dans l'historique, pas un virement récurrent, un virement unique il y a 2 ans, prêt M, 40 000 €. J'ai fixé l'écran. Prêt M, pour Élodie, classé sous la catégorie « médical papa ». Pour qu'il disparaisse dans la colonne sans ressortir. 40 000 € il y a 2 1. J'ai fait défiler l'historique. J'ai retrouvé les justificatifs que ma mère m'avait envoyés, toujours archivés dans mes emails, montrant toujours les coûts médicaux réels de mon père. Dans les 2 années suivant le virement de 40 000 €, les frais médicaux de mon père avaient été entièrement couverts par sa mutuelle santé. J'ai fait le calcul là aussi. Les 900 € par mois que j'envoyais depuis 2 ans, soit 21 600 €, n'étaient pas allés aux soins médicaux de mon père. Je suis restée assise avec tout cela pendant un moment. Les dalles du plafond respiraient. Puis j'ai ouvert les virements récurrents. Les 4 alignés. J'ai annulé le premier. Virement récurrent annulé. J'ai annulé le deuxième. Virement récurrent annulé. Le troisième, annulé. Le quatrième, annulé. 4 tapes. Peut-être 20 secondes. 9 ans arrêtés comme on coupe un robinet. J'ai posé le téléphone sur ma poitrine et j'ai regardé le plafond jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. L'appel est arrivé 11 jours plus tard. Le 1er du mois. J'étais rentrée chez moi, sortie après 6 jours. Rentrée. Avec des instructions strictes sur les niveaux d'activité. Thomas avait pris 2 semaines de congé. Il faisait tout pendant que je récupérais. Il ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Ma mère a appelé à 9h14. Sa voix est arrivée chaude comme du pain frais. La voix qu'elle utilise quand elle a décidé de prétendre que rien ne va mal. Chérie, y a-t-il une erreur avec la banque? J'attendais cet appel. Aucune erreur, maman. Une pause. La chaleur a diminué légèrement. Les virements ne sont pas passés. Les 4. Nous avons appelé la banque et ils ont dit qu'ils étaient annulés. Une pause plus longue.
Je ne. Camille, est-ce que tu dis que tu les as annulés intentionnellement? Oui. Puis elle a commencé son cycle. Je m'attendais à ce qu'elle fasse son cycle et elle l'a fait. La culpabilité d'abord, après tout ce que nous avons fait pour toi. Puis la confusion jouée avec soin, je ne comprends pas ce que nous avons fait de mal. Puis le pivot vers la santé de mon père, son cœur, son genou, les médicaments qui coûtent si cher. Puis la révélation plus lente de la façon dont elle comptait dessus. Elle est revenue à l'arme qu'elle utilisait. Toujours. Plus douce cette fois. Presque blessée. Ta sœur n'a jamais cessé. Urgence. La 3e fois maintenant. Je sais, maman. Je l'ai dit très doucement. Je sais qu'elle n'en a pas. Puis j'ai raccroché. La première fois. En 34 ans que je terminais un appel alors qu'elle parlait encore. Je suis restée assise dans le silence de mon salon pendant un moment. Louise dormait dans son balancier, faisant les petits bruits de succion entre 2 cycles de sommeil. Thomas était dans la cuisine. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas exactement ce que j'ai ressenti. Plus légère que prévu, plus légère que ce que je pensais. Avoir le droit d'être. Ma tante Carole est arrivée ensuite. C'est la sœur cadette de ma mère. Elle a la capacité de ma mère à la certitude morale sans le talent de ma mère pour le déguiser. Son message est arrivé le lendemain. Après-midi. Un paragraphe complet, serré. Ta grand-mère aurait honte de toi. Tes parents t'ont tout donné et tu pars quand les temps deviennent difficiles. La famille prend soin de la famille, Camille. Quel genre d'exemple donnes-tu à cette petite fille? Je l'ai lu 2 fois. Puis je suis allée à mon bureau. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé 9 ans de chiffres. Je l'ai formaté sous forme de tableau propre. Date, montant, catégorie, total cumulé. Je l'ai imprimé sur une feuille de papier, recto verso. Cela remplissait les 2 côtés. En bas, j'ai ajouté 2 lignes, les retraits à Anguien sont les siens. Demandez-lui. Prêt M, 40 000 €, pas une opération du papa. Classez là. Pour que personne ne demande. J'ai pris une photo du document. Je l'ai envoyé à Carole sans aucun autre texte. 3 minutes plus tard, la bulle de saisie de Carole est apparue dans notre fil de discussion. Elle est apparue et a disparu. Apparue et a disparu. Puis rien. Aucune réponse. L'invitation est arrivée le dimanche suivant. Ma mère l'appelait à un dîner de bienvenue pour la petite Louise. Elle l'a envoyé via le vieux compte Facebook de ma grand-mère, que personne n'avait supprimé après le décès de grand-mère Ruth il y a 2 ans. Il y avait quelque chose d'approprié à recevoir une invitation à une fête de la photo de profil de ma grand-mère décédée, mais je l'ai notée et je suis passée à autre chose. Le dîner était chez ma tante Carole. 12 membres de la famille. Sur la liste. Un dimanche après-midi. Ma mère avait soigneusement sélectionné le public. Des cousins qui ne connaissaient pas les détails. Un grand-oncle qui envoyait encore des cartes d'anniversaire à tout le monde. Des gens qui avaient une faiblesse particulière pour l'harmonie familiale que ma mère avait toujours su exploiter. J'ai compris ce que c'était. M'attirer dans une salle. M'entourer de parents. Appliquer assez de pression ambiante pour que le chemin de la moindre résistance devienne signer le chèque et appeler cela une réconciliation. J'ai envoyé 2 mots par texte, je viendrai. Puis j'ai appelé mon grand-père. Harold Weston a 78 ans. Il était ingénieur civil pendant 40 ans. Il a une façon précise et patiente de parler qui vous donne l'impression que chaque mot qu'il dit a été testé avant déploiement. Après le décès de ma grand-mère.
Ruth, ma mère a déménagé pour gérer ses affaires, son calendrier, ses rendez-vous médicaux, la façon dont l'information lui parvenait. Elle faisait cela, j'avais fini par comprendre, parce que le nom d'Harold est sur des choses. La parcelle sur laquelle se trouve la maison de mes parents, plusieurs comptes. De ma grand-mère Ruth. La nuit de mon accident, mon grand-père ne savait pas que j'étais à l'hôpital jusqu'à ce qu'il conduise déjà. Ma mère avait appelé cela un accrochage. Il avait appelé le numéro de Thomas et était tombé sur la messagerie. Il avait appelé le mien et était tombé sur l'enregistrement d'hospitalisation. Il avait appelé 3 hôpitaux avant de trouver le bon. Quand il est finalement arrivant à 2h47, ce dont je me souviens parce qu'une infirmière venait de noter l'heure sur une fiche, il est entré et s'est assis près de mon lit et a tenu ma bonne main pendant un long moment sans parler. Elle t'a dit que c'était un accrochage, ai-je dit finalement. Elle l'a fait. Allais-tu appeler les hôpitaux de toute façon? Il a réfléchi à cela. Je l'aurais fait au matin. Il avait passé 3 sorties avant que son instinct lui dise que quelque chose n'allait pas. Je l'ai appelé maintenant un mardi après-midi et je lui ai dit ce que je prévoyais de faire au dîner de dimanche. Je lui ai parlé de la feuille de calcul, des 486 000 €, du prêt M. de 40 000 €. Silence sur la ligne un instant, puis, combien de cela veux-tu sur la table, dimanche? Tout. Une autre pause. Camille, sa voix était prudente, je porte un dossier depuis environ 1 an. Je ne savais pas si j'aurais jamais besoin de l'ouvrir devant des gens. J'ai regardé Louise, endormie dans le creux de mon bras valide. Apporte le dossier, Harold. Tu le veux calme ou tu le veux vrai? Vrai. Alors j'apporterai le dossier. Le dîner de dimanche chez Carole sentait le pot-au-feu et les bonnes intentions et l'embuscade imminente. Ma mère a ouvert avec des larmes, pas des subtiles. Une performance complète déjà en cours avant même que j'aie fini de poser le sac à langer. Elle a balayé la pièce avec ses mains pressées ensemble. Et sa voix projetée pour porter dans chaque coin et elle s'est adressée aux parents assemblés comme si elle ouvrait pour un jury. Cela a été la semaine la plus difficile de ma vie. Ma fille a failli mourir et j'étais hors de moi. D'inquiétude. J'ai à peine dormi. Elle a pressé une main sur sa poitrine. Elle s'est tournée vers moi seulement brièvement, assez pour établir le tableau de scène, puis s'est retournée vers la pièce. Les parents ont réagi comme ils réagissent toujours à une performance convaincante avec des hochements de tête silencieux et des regards en coin vers moi pour voir ce que j'allais faire. Je n'ai rien fait. Je me suis assise. Thomas s'est assis à côté de moi. Harold s'est assis au bout de la table. Il était arrivé en premier, j'ai remarqué, déjà. Sur sa chaise, son dossier manille posé devant lui que personne n'avait encore reconnu. C'était le genre de dossier qui devient mou au coin quand vous le portez depuis longtemps. Les élastiques tenant le tout fermé étaient devenus pâles et cassants. Ma mère a travaillé la salle pendant 20 minutes. Elle a été précise à ce sujet. Elle a visité chaque groupe de parents. Elle a pleuré au bon moment. Elle a laissé tante Carole jouer le rôle de soutien. Elle a raconté l'histoire de mon enfance avec la touche éditoriale spécifique qui faisait d'elle la protagoniste. Elle a fait référence à la santé de mon père. 3 fois. Elle a mentionné la croisière d'Élodie non comme un alibi, mais comme une preuve du caractère d'Élodie. Élodie planifie à l'avance. Elle a toujours été comme ça, même petite. Puis elle est arrivée au centre de la table. Elle avait construit pour cela. Elle avait répété cela. Elle m'a regardé. À travers la largeur de la table.
Je ne sais pas d'où vient cette cruauté, a-t-elle dit. Sa voix était précisément assez forte pour que les 12 personnes entendent. Je me suis cherchée. Vraiment. Ton père et moi t'avons donné tout. Ce que nous pouvions. Une pause. Elle a incliné la tête. Ta sœur n'a jamais. Ces urgences. La 4e fois dans une salle comble. Elle m'a tendu le pistolet et ne le savait pas. La table a attendu. Je pouvais le sentir. Tout le monde retenant son souffle, attendant l'éclat, l'écroulement, la chose criée qui me présenterait comme le problème. J'ai glissé la main dans le sac à langer. Sous les lingettes, sous le bavoir, sous le pyjama de rechange, une feuille de papier plié. Je l'ai déplié lentement. Je l'ai lissé à plat avec ma main gauche, toujours ma bonne main. Le plâtre sur mon bras droit, un rappel d'exactement pourquoi nous étions ici. Je l'ai posé sur la table où la lumière du plafonnier tombait dessus clairement. Tu as raison, maman, ai-je dit. Je l'ai dit sans ironie, sans venin. Élodie n'a jamais ses urgences. J'ai glissé le papier au centre de la table. Voici pourquoi. La salle est devenue très calme. 486 000 €. C'est le total de 9 ans de virement mensuel à cette famille. Sur ce montant, 65 000 sont allés aux soins médicaux documentés de papa. J'ai les justificatifs. 11 000 ont touché le crédit immobilier. Les 410 000 autres. J'ai tourné légèrement le papier pour que les totaux des colonnes soient face au centre de la salle. Point la plupart dans un rayon de quelques kilomètres d'Anguien, et 40 000 d'entre eux sont allés au lancement de l'entreprise d'Élodie, classée sous la catégorie médicale papa pour que personne ne sache demander. Un son a traversé la salle, pas un halètement. Exactement, plus comme le son qu'une pièce fait quand tout le monde doit soudainement respirer. Le visage de ma mère a changé. La chaleur a chuté. La performance a cédé, non pas à la tristesse, non pas à la honte, mais à l'expression froide et acculée en dessous, celle que j'avais vue exactement 2 fois dans ma vie. Elle a attrapé le dernier outil dans la boîte, petite garce tordue. Et c'est là que la canne d'Harold a frappé la table. Pas violemment. Il l'a placée contre le bord de la table avec un clic délibéré. Comme un juge place un marteau. Il n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas levé. Il a simplement posé le dossier devant lui et a commencé à travailler les élastiques, cassant avec les mains patientes d'un homme qui a attendu longtemps la bonne pièce. Je savais, a-t-il dit. Il ne parlait pas à ma mère. Il parlait à la salle. Ruth savait, aussi. Nous ne connaissions pas les chiffres. Nous connaissions la forme. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, un document épais agrafé sur papier à en-tête. Je pouvais voir d'en face de la table, un cabinet d'avocats parisiens, spécialisé en succession. J'avais entendu le nom une fois il y a des années quand grand-mère Ruth était encore en vie et avait mentionné la mise à jour de son testament. Harold a sorti le document et l'a posé au centre de la table à côté de ma feuille de calcul. Cette maison repose sur notre parcelle, a-t-il dit. Elle l'a toujours fait, Laurence, ton père a versé l'acompte. C'est vrai. Mais le terrain lui-même, Ruth et moi n'avons jamais transféré les comptes, l'équité, les avoirs. Ruth et moi avons restructuré tout dans un trust révocable avant son décès. Un notaire nommé James l'a préparé. C'était notarié en octobre 2022. Il a regardé ma mère, puis a juste regardé. Aucune cruauté, aucun triomphe, la clarté fatiguée de quelqu'un qui a passé 2 ans à porter un dossier et est prêt à le poser. Ça ne passe
Pas à Laurence, a-t-il dit. Ça passe à Camille et au bébé. Le visage de ma mère a fait quelque chose que je n'avais jamais vu en 34 ans. Le masque est tout simplement tombé. Ce qu'il y avait en dessous était plus petit que je ne m'y attendais. Juste une femme à une table qui n'avait plus de quoi jouer. Tante. Carole a dit quelque chose. Je n'ai pas compris. La chaise d'un cousin a grincé. Quelqu'un au bout de la table a posé une question à Harold à laquelle il a répondu calmement sans théâtralisme, pointant une ligne du document. J'ai regardé Louise dans son siège auto à côté de moi. Elle avait dormi à travers. Tout cela, son poing contre sa joue, exactement comme la photo qu'Avette m'avait envoyée de ma chambre d'hôpital. Thomas a posé sa main sur mon bras, juste pour être là, juste pour marquer le moment avec sa présence, la même façon qu'il avait marqué chaque moment pendant 6 ans, calmement, solidement, sans demander d'applaudissements. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle ne m'a pas regardé. Elle regardait le document dans les mains d'Harold, les pages que mon grand-père tournait sans hâte particulière, le sceau notarial en bas à droite de la page du trust. J'ai pris le sac à langer. Je me suis levée. Nous sommes partis avant que le pot-au-feu n'arrive. 3 mois plus tard, Louise dort dans la chambre d'à côté. Elle a appris à faire un son spécifique quand elle est sur le point de se réveiller. Une petite plainte escaladante. 3. Note comme quelqu'un qui se racle la gorge avant un discours. J'ai commencé à me réveiller 15 secondes avant qu'elle ne pleure. Thomas pense que c'est de la sorcellerie. Je pense que c'est juste écouter. Mes côtes ont guéri. Le plâtre a été enlevé en avril. Je ressens toujours la compression de la T6 quand le temps change, ce que le docteur Kapoor m'avait dit que je pourrais ressentir pour le reste de ma vie et ce que j'ai décidé d'accepter. Le trust a été déplacé vers un compte séparé à mon nom. Le notaire James, 41 ans de droit des successions, prudent et précis et exactement ce qu'Harold méritait, m'a guidé à travers chaque page lors de 3 réunions en mars. La documentation était en béton armé. Ruth avait pensé à tout. Mon père a appelé une fois en février. Sa voix était calme. Il a dit qu'il ne savait pas pour les 40 000 euros. Je le crois. Il a dit qu'il voulait voir Louise. Nous travaillons toujours sur ce à quoi cela ressemble. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Élodie. Harold a envoyé un seul SMS 2 semaines après le dîner de dimanche, qui disait simplement « Je suis désolé ». 2 mots. Je les ai lus pendant longtemps. Je n'ai pas encore répondu. Je pourrais. Je n'ai pas décidé. Harold vient les jeudis. Il s'assoit dans la bonne chaise près de la fenêtre et tient Louise contre sa poitrine et lui dit des choses que je ne peux pas tout à fait entendre. Sa voix baisse quand il lui parle, plus basse que sa voix normale. Comme s'il disait des choses qui sont seulement pour elle. La semaine dernière, je lui ai apporté un café et je suis restée dans l'encadrement de la porte et je les ai regardés un moment. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient brillants. Elle a les mains de Ruth, a-t-il dit. J'ai regardé le point de Louise repliée contre sa chemise. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et je les ai laissés là.